Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Stéphanie. Elle est cofondatrice de l'écolieu du tiers-lieu Les Quatre Sources à Ivoire en Belgique. C'est un lieu d'activité, un lieu de nature, un lieu de vie collective qui favorise une transformation positive de la société. Et elle explique sa démarche personnelle mais aussi familiale et aussi collective qui a amené à la création et au développement de ce lieu. Bon visionnage, réenchantons nos cœurs, réenchantons la terre. Bonjour Stéphanie. Bonjour Romain. Merci de nous accueillir aux Quatre Sources. Tu es cofondatrice de ce lieu, un tiers-lieu, un écolieu. C'est un lieu de nature, un lieu d'activité, de vie en collectif qui favorise la transformation pour une société plus positive. En 2016, avec un groupe de parents à Gembloux, tu crées l'école démocratique de l'Orno. J'en faisais d'ailleurs partie. Et aujourd'hui, on se retrouve aux Quatre Sources. Quelles ont été les démarches, le chemin pour passer d'une école à un écolieu et puis ce tiers-lieu? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ça? Alors au tout début, en effet, on était vraiment centré sur les enfants et l'envie de les faire grandir dans un environnement riche, mais aussi d'aller les activer là où ils sont animés, où ils ont leur passion, voilà, et de pouvoir les soutenir là-dedans. Et donc cette école est née, en effet. Et puis progressivement, on s'est vite aperçu en fait que ça venait quand même beaucoup nous questionner aussi nous-mêmes sur nos parcours de vie, sur nos choix professionnels, sur là où on était à ce moment-là. Et en se disant, mais est-ce que c'est vraiment juste de faire juste une école dans ce sens-là? Et est-ce que l'adulte, le parent, n'a pas aussi besoin d'un espace où il peut se réaliser, qui est finalement le plus bel enseignement qu'on peut donner à nos enfants, c'est d'être en cohérence avec ce qu'on veut pour eux, mais pour pouvoir le faire pour nous. Voilà, on s'est dit, mais en fait, ce serait chouette de pouvoir davantage ouvrir les possibles sur le lieu dans lequel on était. Et le lieu à Gembloux devenait un peu trop exigu par rapport aux ambitions et à tous les projets qu'on avait envie de développer. Et donc on a commencé à chercher un nouveau lieu. Et puis ce lieu est très vite venu finalement à nous, où c'était presque un rêve qui nous apparaissait quand on a découvert cet endroit, qui est en effet un lieu de nature exceptionnel, avec un environnement juste extraordinaire en Belgique. Et donc on est bien... on se sent bien privilégié d'être là, ici, aujourd'hui. Et avec aussi tout un bâtiment qui était existant et qui était déjà activable et pouvant permettre directement d'être en activité dans le développement vraiment des projets. Parce que si on est venu ici, ce n'était pas nécessairement pour y vivre et pour y habiter, ce n'était pas la raison première. Comme beaucoup d'habitats groupés qui au départ veulent construire leur habitat. C'était vraiment pour développer un projet de société qui agissait à différents niveaux, que ce soit au niveau de la nature, au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de nos activités professionnelles, que ce soit au niveau du vivre ensemble, que ce soit au niveau de l'accueil, des solidarités qu'on peut aussi créer. Et donc voilà, le lieu était potentiellement directement actif. Et donc on est venu d'ailleurs en habitat léger, temporaire, précaire, pour pouvoir directement développer le projet. Et donc on a des chambres avec des hébergements, on a des salles qui nous permettent de développer des activités qui peuvent être louées, on a un espace collectif aussi pour les habitants. Et donc voilà, donc c'était une apparition assez fabuleuse et qu'on a directement activée. Et alors, sous quelle forme le collectif est arrivé ici? Ça n'a pas été, comme certains habitats groupés, acheté de façon individuelle. C'est une fondation qui a acheté le lieu, donc de façon collective, pour le pérenniser. Oui, on avait vraiment à cœur à ce que ce lieu puisse durer dans le temps par rapport au projet et à la mission sociale qu'on s'est donnée, la mission sociétale qu'on s'est donnée. Et donc, c'était très évident pour nous qu'il fallait qu'on ait une structure juridique qui nous permette de garantir le projet. Et donc on a constitué une fondation, même une société qui permet que le bâtiment existant et les terres puissent appartenir à cette structure et que nous, en tant qu'humains, qui sommes de passage sur le lieu, on puisse faire vivre en fait le projet, mais qui puisse au-delà de nous continuer. Et donc on interroge aussi nous beaucoup la question de la propriété privée, que ce soit pour nos habitats, mais que ce soit aussi pour des bâtiments plus collectifs ou publics. Donc voilà, ça vient aussi jouer, interroger aussi à plein de niveaux.
On vient de voir passer un alpaga lama. Ah oui, je l'ai pas vu, moi. Il est par là. Et donc le lieu, c'est à la fois des humains, mais c'est aussi des animaux. Oui. C'est 13 hectares de prairies, un peu de bois, donc 15 hectares en tout. Ouais. C'est une zone protégée, naturelle, donc c'est des activités humaines qui sont sur le lieu pour le faire vivre, pour pouvoir créer des exemples pour le grand public et venir s'en inspirer. Et aussi voilà, des animaux, des non-humains qui sont là, et ça doit être dans l'équilibre aussi du système, c'est ça, hein? Oui, alors on a hérité quand même d'un troupeau aussi de 25 ânes, Ah oui. voilà, des anciens propriétaires qui font partie du lieu ici, qui ont grandi et qui sont nés ici. Et puis on est venu avec notre lama et notre alpaga qui était issu d'un refuge, qui avait été maltraité. Qui était à l'école démocratique. Qui était à l'école démocratique, qui se sont transformés avec nous en venant ici sur le lieu. Un cheval, et puis on a aussi des poules, des ruches, enfin voilà, il y a tout un écosystème en effet qui est à la fois à l'état sauvage et à la fois domestiqué par ceux qui étaient là avant nous et nous-mêmes. Et donc nous, notre recherche, et on est encore très fort, encore ce matin on était en réunion et en questionnement, mais comment est-ce qu'on peut créer un écosystème où on n'est pas centré sur l'humain et ses propres besoins. On parle souvent de comment sauvegarder l'environnement, etc. Mais ça reste encore des questions de l'homme qui vient mettre des choses en place pour améliorer l'écosystème. Mais comment on peut trouver cet équilibre entre un écosystème qui vit de par lui-même et qui n'a pas besoin de l'humain en fait pour vivre, et en même temps l'humain qui fait partie de cette nature et qui a aussi des besoins, et comment on fait rencontrer en fait ces mondes-là. Puisque la nature est une grande toile du vivant qui se tisse, qui est tissée et où chacun a certainement sa juste place à trouver. Avec une place où quand même l'humain pour l'instant est très très dominant et prend possession de beaucoup de choses. Et bon voilà, on ne va pas parler du climat et de la terre, de tout ce qui peut être détruit. Mais voilà, c'est questionner cette juste place que chacun peut trouver dans cette grande toile. Et j'aimerais te poser une question d'ordre personnel, familial. Vous êtes venu avec votre famille et d'autres familles habiter sur le lieu pour vous mettre au service du projet, avoir des activités artisanales ou d'accueil de public ici. Tu es venu aussi avec donc, ton conjoint et vos enfants. Comment ça se passe, cette dynamique? Comment venir dans un lieu comme ça transforme aussi les dynamiques familiales? De l'école à maintenant, oui, un peu... Oui, moi j'ai envie de dire que nos enfants, ils ont d'abord grandi dans un premier habitat groupé. Et puis après, on a déménagé à l'école démocratique de Lorneau. Et puis après, on est venu ici. Et ça a toujours été des décisions familiales, même s'il y a eu des moments où ça a été parfois plus compliqué pour l'un ou l'autre de nos enfants. Mais il y a eu toujours cette envie de les associer à ça et qu'ils soient partie prenante des décisions qu'on prenait. Alors ici, on est 6 familles pour l'instant à vivre, 6 foyers, parce que ce n'est pas que des familles, des personnes seules aussi, qui sont ici sur le lieu. Et c'est une aventure humaine, hein, à la fois de porter un projet ensemble, et puis après, dans l'idée, nous on recherche aussi à comment est-ce qu'on peut davantage expérimenter la vie en collectif, tout en de nouveau retrouver cet équilibre entre la sphère privée, la sphère personnelle, et en même temps comment on peut partager des choses dont on n'a pas besoin chacun seul. Une machine à laver, je suis persuadée qu'on n'a pas besoin tous d'avoir une machine à laver. Une bibliothèque, une ludothèque, voilà, il y a toute une série de choses en fait qu'on peut mettre en commun et qui a beaucoup plus de sens et qui permet aussi de réduire nos habitats et d'avoir moins d'empreintes au sol et de nouveau sur le vivant. Alors c'est sûr que pour moi dans mon cheminement, je pense que toute cette trajectoire de vie qui n'a pas été spécialement cherchée, j'ai pas voulu en fait spécialement vivre en écolieu, mais elle est venue à moi, à nous. Par les opportunités, par les rencontres, par des films que vous avez vus, par des... Ouais. Et en restant ouvert en fait à ce qui s'offre à nous et en osant parfois aller sur des chemins qui ne sont pas communs, quoi. Et justement, il y a des choses peut-être que tu n'avais pas planifiées, mais tu as aussi changé de métier au milieu de ces 6 dernières années, cette dernière année, tu as fait venir d'autres aspects. Je t'ai rejoint dans ton activité de boulangerie artisanale que tu as de façon hebdomadaire ici. Est-ce que tu peux me décrire un peu ces changements dans ta carrière, dans tes métiers, dans tes façons de t'impliquer pour la société? Oui, mais donc c'est sûr que c'est vrai que ça c'est venu progressivement interroger ma propre vie, puisqu'on interrogeait aussi la vie de nos enfants. Et moi je suis quelqu'un qui est
très vite passionnée par plein de choses, mais qui du coup peut aussi m'éparpiller. Et donc il y a eu un moment d'arrêt de travail, de burn-out, et qui ont été une occasion pour moi de prendre certaines décisions qui me permettaient de retrouver un équilibre dans ma vie et donc de recentrer en fait là où j'avais envie de m'engager, de m'investir et pas à un endroit, un autre. Et finalement, le lieu ici, moi, me permet de trouver toute une série de facettes sur lesquelles je peux agir et qui me remplissent complètement. Avec quand même le fait d'avoir maintenu un travail en dehors, parce que je travaille dans une autre association qui fait de l'éducation à l'environnement, et avec une dimension sociale. Et donc il y avait cette envie de pouvoir garder un travail en extérieur pour ne pas être complètement aussi autocentré ici. Et puis cette activité qui est venue, qui s'est invitée à moi et qui fait vraiment partie d'un grand équilibre pour moi, qui est en effet la production de pain une fois par semaine. Et où là c'est mon rendez-vous pour moi. Qui est un temps presque de méditation, un temps où je travaille de mes mains et où je me connecte à la matière et qui est très apaisante en fait dans toute l'agitation mentale que j'ai tout le temps. Et voilà, ça m'efforce à stopper tout ça et à avoir ce temps-là au moins une fois par semaine. Et donc le pain, c'est un cadeau pour moi qui est arrivé dans la vie et que je suis évidemment heureuse de partager et de faire goûter. Et c'est chouette aussi de voir les résultats, mais au-delà du résultat, c'est tout ce que ça me procure en termes de bien-être personnel, quoi. Ouais. Quoi, ça te façonne à l'intérieur. Ça me façonne, ouais. Mais oui, et ce que tu dis est juste, le cheminement que j'ai, je sens, vient me transformer énormément dans qui je suis. Et de par le fait aussi que nos enfants, le fait de faire l'instruction en famille, voilà, ça vient on en nous... parlait, c'était l'éducation aussi. Oui, c'est un fameux choix, quoi. Choix qui amène plein de doutes et de questionnements, de peurs aussi, mais aussi qui vient nous renvoyer, nous, sur notre propre parcours. Et donc, voilà, c'est toujours cette recherche de cohérence aussi entre, bah oui, si on veut élever nos enfants, dans le sens de les soutenir, comment on peut nous aussi, nous-mêmes, nous réaliser dans qui on est et dans ce qu'on peut offrir de plus beau en fait au monde. Et pour moi, c'est ça que je recherche dans ce lieu. Et je pense que c'est ça en partie qu'on cherche et qu'on veut offrir aux gens ici. C'est comment permettre à chacun d'aller se connecter à qui il est, de se connecter à ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer et de l'offrir autour de nous. Parce que quand on offre ça en fait au monde, il rayonne, quoi. Et le monde, il a besoin de lumière, et il a besoin d'espoir, il a besoin de confiance, il a besoin de sortir de notre état de peur et d'angoisse qui est quand même très fort présent, quoi. Voilà. Et ça, je pense que ça transforme beaucoup les gens et le monde d'aujourd'hui. Cette dynamique d'instruction en famille, d'éducation pour vos enfants, ici, différentes familles qui ont différentes approches sur l'éducation, mais notamment un certain nombre d'enfants qui peuvent aussi avoir des activités ici avec d'autres et accueillir des publics extérieurs qui viennent. Donc c'est plus une école, mais c'est un lieu éducatif aussi pour un certain nombre d'enfants ici et d'enfants de la région. Oui, et de façon plus globale, j'ai envie de dire même, on reste très attentifs, nous, à ne pas s'enfermer entre nous, parce que c'est quand même, ce serait très facile en fait de faire ça. Et donc on a notamment, au-delà de l'instruction en famille où on veut l'ouvrir et être en contact avec d'autres jeunes et d'autres enfants et d'autres familles, on a cette chance d'avoir un chemin de randonnée qui passe par le domaine. Et donc en fait, il y a plein de gens qui passent par chez nous sans qu'ils soient venus nécessairement à nous. Et ça, pour moi, c'est une démarche d'ouverture assez grande et facile en fait, et qui était pour moi extrêmement importante quand on a décidé de venir ici. Et donc, en effet, il y a aussi cette volonté dans ce qu'on propose à nos enfants, qu'ils puissent être connectés avec d'autres jeunes, d'autres familles qui ont fait ce choix-là, et qu'on ne reste pas dans l'entre-nous, parce que eux en ont besoin de toute façon, d'être avec d'autres jeunes de leur âge, et puis que c'est une ouverture sur le monde et sur d'autres mondes que nous. Voilà. Après, ça reste filtré, hein, parce que c'est sûr que les familles qui font ce choix d'instruction en famille, c'est certaines familles aussi, et donc c'est sûr qu'on ne va pas toucher tout type de famille, mais comme on va à l'école aussi, quand on va dans certaines écoles, on touche aussi certaines familles qui vont dans certaines écoles. Donc on fait partie d'un grand monde, mais c'est sûr qu'on est quand même avec certaines personnes qui font parfois des choix similaires, quoi.
Et cette ouverture au grand public, tu le disais, aussi proposer ça, ces ateliers pour les enfants, ils peuvent être aussi proposés à des personnes qui viennent de l'extérieur, des classes, des personnes qui ont des enfants qui ont des besoins spécifiques, ou dans certains ateliers plus pour les adultes de transmission, il y a des personnes qui viennent s'immerger ici ou qui viennent faire certains ateliers avec les artisans, toi, avec la boulangerie ou avec la ferronnerie, de la menuiserie qui est là, ou avec le maraîchage. Tout ça, ça participe au fait que le lieu puisse transmettre à la fois aux enfants, mais aussi au grand public ces nouveaux modèles de vie, d'être ensemble. Pour nous, les deux points centraux du projet, c'est expérimenter nous-mêmes, d'autres façons parfois de vivre, d'éduquer, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, c'est de transmettre par l'expérimentation. On ne va pas être dans une transmission uniquement orale, mais on va essayer d'être attentif à faire vivre en fait des expériences aux gens pour que ça les transforme même de l'intérieur, que ce ne soit pas juste une parole qui vienne leur dire « Ah, ça c'est chouette de le faire ». Qu'est-ce que ça vient créer chez soi? Et donc on propose voilà, toute une série en fait, d'activités qui sont autant destinées à des entreprises, que ce soit aussi les personnes du centre de réfugiés qui est en bas de chez nous, des personnes en situation de précarité, que ce soit des jeunes qui sont en retraite durant leur secondaire, en 6e secondaire. Voilà, on va proposer en fait toutes les choses que nous expérimentons. On leur fait vivre et on espère évidemment que ça puisse faire germer des petites choses, des petites étincelles, des petites lueurs d'espoir pour eux et pour le monde, quoi. Voilà. Merci pour ces éléments réflexifs, pour ce parcours aussi que tu as décrit, ce fonctionnement des 4 sources et ton implication dans tout ce projet, comment ça a pu te transformer et au-delà de toi et au-delà du collectif ici, transformer doucement un à un la société, le vivant, les écosystèmes. Ouais, merci pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite une belle suite et un bon cheminement sur l'année 2024 et à bientôt. Merci Romain, merci beaucoup.